Donc, on va essayer que tout se passe pour le mieux en termes de diapos, etc., etc. Eh ben, écoutez, je vous laisse la parole, Monsieur Michalski. Merci beaucoup. Donc, je suis Sébastien Michalski, je suis directeur adjoint du centre hospitalier du Gers, donc, qui est l'établissement psychiatrique public donc, unique du département du Gers. Je suis directeur des affaires médicales et générales de cet établissement et donc je suis accompagné par Madame Alison Rio, qui est attachée d'administration hospitalière dans cette direction. Et donc, on va vous présenter en fait successivement je vais commencer, puis je céderai la place à Madame Rio en fait pour les dispositifs en fait de soins sans consentement. Donc voilà, donc on va vous présenter normalement un diaporama donc sur la crise psychiatrique, l'hospitalisation sous contrainte et les soins sans consentement, sachant qu'effectivement ces différents éléments sont liés. Mais on verra en fait qu'en cas de crise, il n'y a pas forcément que les soins sans consentement. On a aussi effectivement en psychiatrie une majorité en fait de soins libres en fait, ce qui n'est pas forcément connu par toute la population, mais la grande majorité des soins en psychiatrie, c'est en soins libres. Je ne sais pas si le diaporama peut être partagé. Alors, on va vous partager ça tout de suite. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? En tout cas, on le voit. Parfait. Alors, au programme de ce webinaire, donc on va aborder en fait de façon brève la crise en psychiatrie. Qu'est-ce qu'on peut entendre par là, effectivement, et comment ça se relie à l'urgence en psychiatrie et les soins sans consentement. Ensuite, on fera un petit focus sur l'offre de soins et les parcours qui peuvent exister donc en psychiatrie et vous expliquer qu'en psychiatrie, on n'a pas que des soins sans consentement, mais on a aussi des soins libres et on a différents types de structures. Et ensuite, on passera de façon quand même assez large, puisque c'était quand même largement l'objet de ce webinaire, sur les procédures de soins sans consentement et sur les informations et ressources dont vous pouvez disposer. Puis, on passera un temps d'échange et de questions, puisqu'effectivement, il y avait quand même une forte participation à ce webinaire. Donc, on espère que vous aurez des questions à nous poser postérieurement à nos présentations. Donc, je vais passer sur la définition en fait, de la crise en psychiatrie. C'est moi qui change. C'est vous qui changez les slides ou c'est moi? Je peux moi-même. C'est vous? Oui. Alors, la crise en psychiatrie, donc, elle peut recouvrir en fait différentes manifestations. Donc, la crise, ça va être un épisode de la maladie psychiatrique au cours duquel vont se manifester un certain nombre de symptômes aigus. Ça peut prendre différentes formes, donc de l'agitation, des idées délirantes, des états émotionnels qui sont plus importants. Ça peut aussi effectivement aller vers des comportements, des tentatives suicidaires. Ça peut être effectivement un épisode isolé, comme également une rupture dans une prise en charge psychiatrique pour une personne qui a déjà, par exemple, une pathologie psychotique et qui va avoir une manifestation plus importante à un moment donné, ou une rupture thérapeutique, une personne qui ne se rend plus en fait au rendez-vous pour ses soins, qui n'a plus de soins, qui ne prend plus ses médicaments, qui n'est plus dans un parcours de soins ou pour lequel le parcours de soins n'est plus adapté, effectivement, peut présenter des manifestations qui sont plus importantes et qui vont représenter une crise, effectivement, dans son parcours. Il peut y avoir, donc, à cette occasion de crise psychiatrique, une mise en danger à la fois pour la personne et pour son entourage ou pour d'autres personnes, effectivement, qui peuvent être concernées, des comportements à risque. Et des risques de passage à l'acte, on le dit effectivement auto-agressifs, donc effectivement qui vont concerner la personne elle-même ou contre d'autres personnes, avec potentiellement il peut y avoir des comorbidités, effectivement, il peut y avoir différentes manifestations physiques qui vont s'ajouter aux manifestations psychiatriques, et on peut avoir aussi des intoxications, des prises de substances en fait qui vont compliquer un petit peu en fait la situation de la personne et qui vont nécessiter différentes évaluations
aussi bien psychiatriques que somatiques. Donc, oui, on va parler donc, dans ces cas-là, en fait, de nécessité d'intervention médicale et d'évaluation médicale. Donc, souvent, quand on va parler de crise, on va, comment dire, voilà, avoir un besoin d'intervention de soins et médical qui est relativement urgent. Et dans beaucoup de cas, en fait, il faudra faire appel donc, à des services d'urgence, notamment une régulation auprès en fait, du SAMU pour une orientation médicale. Si on peut passer sur la slide suivante. Donc, la définition de la notion d'urgence psychiatrique et des situations de crise. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, les situations d'urgence psychiatrique, ce n'est pas uniquement l'hospitalisation sans consentement. Donc, quand les gens vont être adressés dans le réseau des urgences, on va rechercher effectivement quelle est la meilleure façon de prendre en charge la crise. Et la crise peut se résoudre sans hospitalisation. Voilà, c'est qu'une des modalités possibles. Donc, l'urgence psychiatrique, elle se définit par une demande dont la réponse ne peut être différée. Effectivement, souvent, quand vous avez une crise psychiatrique, il va falloir évaluer rapidement et apporter une solution rapidement. Il y a urgence à partir du moment où quelqu'un se pose la question de l'urgence. Ça peut être la personne elle-même. La personne peut rechercher une aide médicale parce qu'effectivement, elle en ressent le besoin. L'entourage est évidemment un acteur très important de repérage des troubles et de la crise psychiatrique, et également donc, les intervenants de soins et les médecins. Donc, ça nécessite une réponse rapide et adéquate de l'équipe soignante afin de repérer ces manifestations de la souffrance psychiatrique et de les prendre en charge. Donc, on estime que 20% des urgences hospitalières sont des urgences psychiatriques. Donc, il faut savoir que le centre hospitalier du Gers donc, a une équipe donc, infirmière et bon, la plupart du temps, on a essayé d'avoir une équipe médicale. Bon, ce n'est pas facile du tout parce qu'on n'a pas beaucoup de psychiatres effectivement à proposer pour les urgences au centre hospitalier d'Auch actuellement. Mais en fait, généralement, donc, on a une équipe médico-soignante psychiatrique qui est postée auprès des urgences du centre hospitalier d'Auch pour donc, aider à cette prise en charge hospitalière psychiatrique. Donc, on estime effectivement que 30% de ces urgences psychiatriques, ce sont en fait des décompensations de pathologies psychiatriques, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et 70% des situations effectivement critiques autres, effectivement, qui affectent en fait la santé des personnes. Donc, si on peut passer ensuite, donc les intervenants donc dans le parcours des urgences psychiatriques. Alors, on a toute une série effectivement d'intervenants qui vont pouvoir agir, aussi bien donc des professionnels de santé, donc comment dire, aussi bien des professionnels de santé libéraux. Donc, on a effectivement différentes personnes qui peuvent agir. Donc, les services d'accueil des urgences au niveau hospitalier. Les services de psychiatrie peuvent être en fait des relais pour orienter vers la bonne prise en charge. On a des transports sanitaires d'urgence. Les élus vont avoir un rôle notamment en fait pour tout ce qui est en fait les situations où les personnes vont compromettre en fait l'ordre public et devront en fait avoir une prise en charge, notamment à la demande du représentant de l'État. Et puis effectivement, on a la collaboration des effecteurs, donc qui peuvent être les pompiers, les transports sanitaires, effectivement, ou l'intervention des forces de l'ordre pour aider à la prise en charge et à la sécurisation des interventions psychiatriques. Donc, si on peut passer sur la diapositive suivante, on a essayé de vous retracer en fait dans cette carte en fait des sites donc l'offre de soins psychiatriques dans le département du Gers. Donc, au niveau du centre hospitalier spécialisé, donc nous avons un site principal qui se trouve à Auch avec les services d'hospitalisation, les services d'admission et de soins effectivement un peu plus longs. Et ensuite, on a un réseau qui se déploie sur l'ensemble du territoire, avec notamment donc, des centres médico-psychologiques adultes qui se déploient sur 8 sites, donc à Auch, à Lectoure,
à Condom, à Vic-Fezensac, à Nogaro, à Mirande, à Samatan et à l'île Jourdain. Donc ça, effectivement, ce sont les structures de base et de proximité donc, qui prennent en charge la population en fait, qui a besoin de soins psychiatriques en fait, de façon générale. Après, effectivement, dans le cadre de l'urgence psychiatrique, on va davantage être effectivement sur une orientation vers les urgences, hein, donc notamment en fait les urgences de l'hôpital d'Auch, où nous on a une équipe infirmière qui est postée en fait donc tous les jours en journée et qui va collaborer avec les urgences générales. Et après, effectivement, quand les gens auront besoin d'être hospitalisés dans les services psychiatriques, donc ils vont être hospitalisés sur notre site d'hospitalisation au CHS. Donc voilà, c'était pour vous montrer effectivement un petit peu la carte de nos sites. Hein. Si on peut progresser effectivement sur la diapositive suivante. Donc, en ce qui concerne l'hospitalisation, ce qui est important effectivement de se dire, c'est que même quand on a un cas de crise, la majorité quand même des hospitalisations en psychiatrie, ce sont en fait des hospitalisations libres. C'est-à-dire qu'une personne effectivement peut se présenter spontanément seule ou accompagnée par un proche et être hospitalisée en psychiatrie. Ça veut dire qu'elle accepte, elle demande effectivement, elle accepte de se faire soigner. Et dans ce cas-là, effectivement, on ne passe pas en fait par des soins sans consentement. Les soins sans consentement sont vraiment l'exception en France parce que ça altère effectivement la liberté et c'est une mesure restrictive de liberté par rapport aux personnes. Donc, effectivement, la grande majorité des cas, et le principe, c'est quand même plutôt que les gens acceptent de se faire soigner. Et donc là, dans ce cas-là, les personnes viennent, elles gardent la maîtrise de leur sortie, effectivement, d'hospitalisation. Hein, donc ça, effectivement, tout est maîtrisé, effectivement, par le consentement de la personne. Voilà. Et l'exception, ce sont les soins sans consentement. Voilà. Voilà. Oui, vous pouvez passer à la suivante. Voilà. L'exception au Code de la santé publique, donc, c'est être soigné en psychiatrie sans consentement. Et à ce moment-là, effectivement, et donc je vais passer le relais en fait après à Madame Rio, on va vous expliquer que dans un certain nombre de conditions, notamment avec une évaluation médicale et des procédures vraiment très particulières, on peut soigner les gens sans consentement. Ce sont des procédures de soins qui sont soumises, c'est très important, à un contrôle judiciaire par le juge des libertés de la détention, c'est-à-dire que le JLD va pouvoir contrôler en fait l'ensemble des mesures de soins sans consentement qui sont prises et vérifier qu'on a bien rempli les conditions pour hospitaliser et faire soigner les gens sans leur consentement. Et si jamais il a un doute, il peut effectivement réviser des décisions qui ont été prises et lever des mesures de soins sans consentement. Donc, ces procédures, elles doivent respecter un certain formalisme administratif pour aboutir à une hospitalisation du patient. Donc, c'est ce qu'on va vous expliquer donc maintenant en entrant dans le détail des procédures de soins sans consentement. Je vais passer le relais à Madame Rio. Donc, bonjour, donc, je suis Madame Rio, je suis attachée aux affaires médicales et générales du centre hospitalier du Gers et j'ai en particulier la responsabilité du bureau des entrées. Donc, lorsqu'on se situe dans un cas où le patient a une altération du discernement qui ne permet pas en fait d'obtenir son consentement libre et éclairé aux soins, on peut dans ce cas-là le faire admettre en psychiatrie dans des soins sans consentement. Donc là, ce qu'on va voir ensemble, c'est le cadre légal et les différents types de mesures et comment, en fait, lorsqu'on est extérieur à l'établissement, on arrive à faire hospitaliser le patient. Alors déjà, un petit rappel du contexte légal. En 2011 et 2013, on a eu donc la dernière grande évolution législative sur les soins sans consentement, la loi d'avant datée de 1990. Et donc, on a des nouvelles terminologies qui sont arrivées depuis 2011. Donc, on va les voir juste après. Pour quel patient est-ce qu'on peut appliquer des soins sans consentement? En gros, on doit réunir absolument deux motifs, c'est-à-dire que ce sont uniquement des troubles mentaux qui rendent impossible le consentement et l'état du patient doit justifier qu'on doive assurer des soins hospitaliers immédiats. Et en fait, ce sont ces deux motifs réunis qui permettent de rédiger un certificat médical qui explique…
petit bug. exactement les conditions, enfin, l'état clinique du patient et qui peut justifier Vous entendez? l'hospitalisation contrainte. Bonjour, une petite question, hein, puisqu'on a un peu de temps là. On peut préciser évidemment sur la notion de consentement sur les patients majeurs? Oui, là, on parle bien sûr de patients adultes. Hein. Ok, oui, alors, d'accord. Hein. Dans certaines particularités qu'on verra après, ça peut s'appliquer à des patients mineurs dans le cadre de troubles graves à l'ordre public, mais là, on est vraiment sur l'hospitalisation des patients majeurs. Ok. J'en profite également pour poser une question, s'il vous plaît. Donc, les CMP ne traitent pas du tout d'urgence. Hein. Toutes les situations d'urgence sont traitées directement par la régulation SAMU et ou directement au centre hospitalier. Alors ça dépend. Si un patient est très bien connu du CMP, qu'il y est suivi régulièrement, ça peut être une voie d'entrée. Après, le CMP ne sera pas compétent pour intervenir dans une situation qui n'est pas déjà connue de chez nous, si le patient n'est pas identifié comme un patient avec un suivi psychiatrique. Voilà. Mais dans certaines situations, ça peut être le point de contact peut être avec l'équipe du CMP. Ça dépend déjà du réseau de soins qui existe autour du patient. Et donc, une fois que ces deux motifs-là sont réunis, là, on va se demander quelle mesure de contrainte va être adaptée. En gros, la question qu'on va poser, c'est est-ce que le comportement du patient compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte à l'ordre public ? Si on n'est pas dans ces conditions-là, qu'on est plutôt sur une mise en danger de l'individu, on va s'orienter vers ce qu'on appelle les mesures de soins sur décision du directeur de l'établissement. Si en revanche, excusez-nous, on a toujours la slide de soins psy sans consentement. Dans ce cas-là, ça va relever d'une mesure sur décision du représentant de l'État avec une gestion de la mesure de soins par la préfecture. Pardon, on a toujours la slide de soins psychiatriques sans consentement. Sur décision du directeur de l'établissement. Ah mince, on ne va pas y arriver. Hein. Ok, c'est bon, merci. Ça a débloqué là ? Ouais, c'est bon, on a la slide SDDE et SDRE. Bon, allez, on espère que ça continue. Donc, SDDE, voilà, c'est là, en fait, le patient, il va être sous la responsabilité du directeur du CHS. Et s'il est sous SDRE, il est bien hospitalisé au CHS, mais c'est le préfet, en fait, qui pilote la mesure de soins. On va commencer par regarder les différents types de mesures de SDDE qui existent. On a en gros 3 types de mesures. La première, ce sont les soins à la demande d'un tiers. Antérieurement, on appelait ça HDT. Maintenant, on appelle soins à la demande d'un tiers, donc SDT. En gros, c'est une personne proche du patient qui témoigne du besoin de soins et de l'état vraiment anormal du patient et qui va pouvoir provoquer avec un médecin l'hospitalisation du patient. On a ensuite une petite variante de cette mesure-là qui s'appelle soins sur demande d'un tiers en urgence. On va voir, c'est une petite subtilité de procédure, mais en gros, c'est presque la même chose. Et depuis 2011, on a un nouveau type de mesure qui s'appelle soins sur péril imminent, où en gros, on ne peut pas avoir de tiers. C'est que la personne est isolée ou on n'a pas de personne qui souhaite se porter tiers. Et dans ce cas-là, on va faire en fait simplement sur un avis médical. Et pour les mesures de SDRE, donc on a soit directement l'entrée par la préfecture ou ce qu'on verra, c'est le pouvoir de police du maire qui peut permettre de faire une admission directement. Alors, sur les soins sur décision du directeur de l'établissement, donc comme je vous le disais, on a 3 variantes d'admission. Chacune relève d'un code différent, d'un article différent du Code de la santé publique. La première, la mesure classique, soins sur demande d'un tiers, on va avoir besoin d'une demande d'un tiers, donc une demande rédigée, et ensuite de 2 certificats médicaux. La variante de cette procédure, c'est la SDTU, soins à la demande d'un tiers en urgence, où là, un seul certificat médical sera nécessaire. Et là, on va quand même devoir justifier vraiment d'une urgence absolue à devoir hospitaliser le patient en psychiatrie. Il y a un degré d'urgence qui est, on va dire, un peu plus coloré. Et la dernière mesure, donc soins sur péril imminent, seul un certificat médical suffit. De notre côté, en admission à l'hôpital, on va donc hospitaliser physiquement le patient, récupérer ces documents-là et pouvoir formuler administrativement son admission dans l'hôpital.
Donc, les soins à la demande d'un tiers, qui peut se porter tiers? Donc, c'est toute personne de son entourage, donc qu'on soit de la famille directe, un ami, un voisin. Dans tous les cas, il faudra justifier qu'on agit dans l'intérêt de la personne. Donc, nous, sur les demandes de tiers, par exemple, on va éviter, je vais donner un exemple, si vous avez un couple en instance de divorce, on va estimer que l'époux ou l'épouse ne va pas forcément être qualifié. Et dans ce cas-là, soit on trouve quelqu'un d'autre pour se porter tiers, soit on choisira un péril imminent pour éviter en fait qu'on ait des conflits d'intérêts dans l'admission du patient. Ensuite, on va avoir besoin, en plus de cette demande de tiers, d'un certificat ou de certificats médicaux en fonction qu'on soit en procédure classique ou d'urgence. Et ce certificat médical, en fait, doit décrire ce qu'on a vu. L'état du patient nécessite des soins hospitaliers immédiats et son état mental ne permet pas d'obtenir son consentement, où on doit établir également le trouble du discernement qui ne permet pas d'obtenir ce consentement. On verra ensuite pour les modèles de certificats où les trouver, etc. Mais en gros, il nous faut ces documents-là pour l'admission à la demande d'un tiers. Alors, la formulation de la demande de tiers, on a également un modèle. C'est vrai que c'est là en fait où les procédures sont quand même assez dans un formalisme assez fort. On l'a vu, il y a un contrôle ensuite du juge des libertés de la détention qui vient vérifier la conformité, le respect des droits du patient. Étant donné qu'on est sur une mesure de restriction de liberté, on doit répondre à donc, ce formalisme juridique administratif. Pour le certificat médical, donc le premier certificat doit émaner d'un médecin qui est extérieur à l'établissement d'accueil, donc extérieur au CH du Gers. En général, on estime que le certificat doit avoir moins de 15 jours, être assez récent. Et circonstancié, c'est-à-dire que nous, on doit vraiment retrouver les raisons pour lesquelles on sollicite l'hospitalisation, qu'on soit bien sur des troubles psychiatriques exclusifs et justifier en quoi le patient est en danger à son domicile ou dans un autre établissement et pourquoi on doit l'hospitaliser immédiatement. Et le second certificat médical, alors, soit c'est un médecin extérieur à l'établissement, soit c'est le psychiatre qui le rédigera à l'arrivée du patient. Le patient, de toute façon, lorsqu'il est hospitalisé, aura immédiatement une évaluation psychiatrique par le psychiatre. Et ce certificat peut être rédigé à l'arrivée à l'hôpital. La SDTU, bon, on est vraiment sur la même logique, simplement, on aura uniquement besoin d'un seul certificat médical qui peut être un médecin extérieur à l'hôpital ou le médecin psychiatre. Et dans ce cas-là, on devra quand même vraiment préciser en quoi le risque d'atteinte à l'intégrité du malade est vraiment urgent. Et le dernier type de mesure, qu'on appelle donc le péril imminent. Donc, soit le patient est totalement isolé socialement, on ne peut pas trouver ni de famille, ni d'amis, ni de personnes qui entourent le patient, ou alors ces personnes refusent, elles ont parfaitement le droit de refuser, ou nous, on va estimer en tant qu'établissement qu'il y a un conflit d'intérêts et on préférera rédiger un péril imminent. La seule particularité, c'est que ce certificat ne peut absolument pas provenir d'un médecin psychiatre de l'établissement, enfin d'un médecin de l'établissement, et ce sera nécessairement le médecin traitant ou un médecin urgentiste qui pourra le rédiger. C'est une procédure d'exception qui nécessite uniquement un certificat, c'est pour ça qu'elle est plus restrictive en termes de praticien qui peut la rédiger. Voilà, c'est ce que je vous rappelle. Et donc, pour le péril imminent, en revanche, là, on va demander un certificat assez récent. On estime que l'hospitalisation, elle doit avoir lieu dans les 48 à 72 heures, que ce soit assez rapide, parce que c'est justement ça qui qualifie le péril imminent, c'est que ce soit quelque chose d'immédiat et d'absolu, qu'on doive l'hospitaliser très vite. Donc ça, c'était les 3 mesures de soins sur décision du directeur. Là, ce qu'on va voir, c'est lorsque le patient présente un trouble à l'ordre public ou un danger pour les autres personnes, là, ça va relever en fait de la compétence du représentant de l'État, donc du préfet ou du maire. Donc, dans ce cas-là, en fait, l'admission, elle va être possible avec un certificat médical et un arrêté du préfet. Dans le certificat médical, par contre, il faudra absolument qu'on retrouve pourquoi le patient compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte à l'ordre public. Ça, c'est vraiment le prérequis absolu pour pouvoir faire admettre un patient en soins sur décision du représentant de l'État.
Sachant que souvent, ce qui peut arriver, c'est que le patient présente un trouble public sur la voie publique. On va avoir une intervention des forces de l'ordre, parce qu'il va y avoir un appel à la police ou aux gendarmes. Les forces de l'ordre interviennent et se rendent compte que, bon, manifestement, le patient peut avoir un problème et vont faire appel à un médecin. C'est bien souvent ce qui se passe. C'est assez fréquent parce que tout trouble à l'ordre public n'est pas forcément psychiatrique. Et donc, les maires ont un pouvoir de police, en fait, ont une compétence pour s'assurer en fait, que sur leur commune, pour s'assurer de la bonne conduite de leur commune. Et lorsqu'une personne présente des troubles mentaux et une situation de danger pour la sûreté des personnes, le maire a la compétence de susciter le passage d'un médecin et de demander une admission provisoire en psychiatrie. Ce qui se passe, c'est que le maire est averti, il sollicite un médecin, si possible le médecin traitant, si ce n'est pas possible, on peut faire un appel à la régulation du SAMU pour trouver un médecin effecteur pour qu'un médecin se déplace. Le médecin rédige un certificat, donc qui est avec un modèle de certificat qu'on verra, qui fait bien référence au code de la santé publique qui encadre ces types de soins. Et avec le certificat médical, l'arrêté d'admission municipale du maire, on va pouvoir organiser le transfert du patient vers l'établissement d'accueil. Donc là, la procédure est de nouveau résumée. Et une fois, en gros, que l'arrêté municipal, il est valable pour une hospitalisation jusqu'à 48 heures. Et nous, dans les 48 heures, une fois que le patient est hospitalisé, on a une évaluation psychiatrique qui est transmise dans les 24 heures à la préfecture. Et ensuite, la préfecture prend le relais du suivi de la procédure. Donc là, on a vu les deux types de mesures, SDDE, SDRE, et ensuite les sous-catégories de mesures. Là, de manière générale, le but est de vous expliquer comment on doit motiver et formaliser le certificat médical. Donc, ça s'adresse plus, je ne sais pas si on a des médecins dans l'auditoire. En fait, souvent, on va vraiment demander à utiliser les modèles et les trames de certificat médical parce que dans ces modèles, on a vraiment les formulations précises et les références au code de la santé publique qui sont nécessaires. Lorsqu'on reçoit un certificat médical qui n'y répond pas, en fait, on va perdre du temps, on va devoir recontacter le praticien qui s'est déplacé, lui demander de rédiger à nouveau son certificat médical parce que de toute façon, nous, on ne pourrait pas prendre d'admission sur la base de cette pièce, en fait. Il faut bien faire attention aussi à ce que le praticien ait bien examiné le patient et si l'examen a été compliqué, il faut le préciser. Le médecin doit également bien décrire les troubles psychiatriques, la nécessité des soins. Des fois, on a des motivations en fait qui ne sont pas suffisantes et on ne pourra pas en fait prendre de décision d'admission. Et si le certificat n'est pas conforme sur le fond ou sur la forme, on ne pourra pas aboutir à une hospitalisation et on demandera au praticien de rédiger de nouveau. Donc, si certains praticiens sont intéressés, il existe une recommandation de bonne pratique de l'HAS qui est en gros une aide à la rédaction pour les certificats médicaux. Alors, où trouver ces modèles de certificats? Alors, honnêtement, ça fait vraiment gagner du temps dans les procédures. Donc, une première source d'information, ça peut être le site internet du centre hospitalier du Gers. Donc, dans la rubrique Pro et partenaires, on a un accès modèle de certificat de soins sans consentement, où vous avez du coup les modèles, et donc pour les demandes de tiers, pour les certificats, et pour toutes les procédures qu'on a vues. Et bien sûr, en fait, on peut donc soit la situation a été régulée par le 15 et vous pouvez, en fonction de l'orientation du patient, avoir besoin de rédiger ou pas le certificat. Le CH du Gers dispose d'une permanence des soins. Donc, en journée, vous avez un cadre de santé et un psychiatre qui sont sur site. Et la nuit, on a des personnels d'astreinte et de garde aussi qui peuvent répondre et qui peuvent vous aider, ne serait-ce que dans le choix de la procédure, être bien sûr qu'on est bien dans la situation et choisir la bonne procédure de soins. Et ce qu'on disait juste au début, là, dans les premières questions, le CMP de secteur, si le patient est déjà suivi, ça peut également vraiment être une bonne ressource pour savoir comment orienter la demande. Donc voilà pour la partie des soins sans consentement. Donc là, on va pouvoir passer à la session d'échange et de questions.
Donc, merci pour cette intervention. Du coup, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à lever la main. Pas de questions? Merci. Madame? Oui, bonjour. Lucie Vigier, donc de la CPTS de l'Adour. Moi, je me pose la question de... Aujourd'hui, il y a de plus en plus de difficultés d'accès aux psychiatres et à la santé mentale. Les CMP sont débordés. Donc, moi, sur la CPTS, on n'a pas de CMP donc sur le territoire de risque. Enfin, on dépend du CMP de Nogaro. La question, c'est est-ce que vous avez vu une augmentation des crises et des gestions de crise justement dues à peut-être un retard de soins et de prise en charge en fait, aussi en soins pour des patients. Enfin, aujourd'hui, il y a un retard de prise en charge, un retard d'accès aux soins. Et est-ce que vous, au niveau des hospitalisations et de la gestion de crise, vous avez vu une augmentation? Non. Non, alors, de toute façon, de manière générale, depuis la nouvelle loi de 2011, on a une augmentation des mesures de soins sans consentement. Après, c'est tellement multifactoriel qu'on a un peu de mal à analyser finement les causes. On a aussi eu la période Covid qui a particulièrement bouleversé les suivis de certains patients chroniques. Donc non, là, on ne peut pas vraiment tirer la conclusion de ce fait-là. Sur les 2-3 dernières années, on a eu des modifications d'activité avec le Covid, mais on n'a pas forcément eu une augmentation des hospitalisations en crise. Une autre question, peut-être Amandine Torres? Oui, bonjour, nous sommes le DAC du 12. Nous avons une question en rapport avec les mineurs, en fait, les hospitalisations sans consentement en rapport avec les mineurs. Donc, est-ce que c'est la même procédure avec une autorisation parentale ou est-ce qu'il y a d'autres modalités Ouais. Alors, l'hospitalisation du mineur en psychiatrie, à 99% des cas, elle est réalisée à la demande du représentant légal. Donc, que ce soit les parents ou le mandataire. On va rechercher le consentement du mineur pour tous les actes de soins, mais à partir du moment où le représentant légal en fait est d'accord pour les soins, on va pouvoir hospitaliser le mineur. Après, on a quand même une très faible proportion de la file active des mineurs qui doit bénéficier d'une hospitalisation. Mais lorsque ça arrive, c'est à la demande du représentant légal. Ce qui peut arriver, c'est très très rare, mais ça arrive, c'est le mineur qui a un trouble du comportement hétéro-agressif ou un trouble à l'ordre public. Et dans ce cas-là, les mesures de SDRE peuvent s'appliquer aux mineurs. Ce qu'on a vu, le SDT, le péril imminent, là, on l'entend pour des personnes à partir de 18 ans. Avant ça, c'est l'hospitalisation sur l'autorisation du représentant légal. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, très bien. Mais écoutez, on va pardon. peut-être... Hop, excusez-moi, j'avais une petite question. Non, juste en quelques mots, les voies de recours. Les voies de recours. Une fois que le patient a été hospitalisé sous contrainte? Oui. Oui. Ce qu'on doit, parce qu'on peut, hein, voilà, il faut qu'on puisse informer aussi les patients de leur droit de recours. Enfin. Oui. Alors, les patients une fois que le patient est admis dans les 24 heures, alors c'est selon son état clinique, il est informé de ses voies de recours. La première, c'est le JLD, le juge des libertés de la détention, puisque dans les 12 jours de l'admission du patient, le JLD va systématiquement viser le dossier du patient. Si c'est possible, il va le recevoir en audience. Le juge des libertés se déplace 2 fois par semaine à l'hôpital pour rencontrer les patients. Le patient bénéficie d'un avocat, donc qui est commis d'office et donc pour lequel le patient ne paye pas de frais. Ça, c'est vraiment la première. Voilà. Et ensuite, le patient peut rédiger à la commission départementale des soins psychiatriques, au contrôleur général des lieux de privation de liberté, à l'ARS, à la préfecture. Voilà. Donc ça, ce sont des adresses et des coordonnées qui sont données aux patients, qui sont affichées dans les unités.
Et à tout moment, donc le JLD en fait vient statuer dans les 12 jours de l'admission, mais à tout moment, le patient peut lui écrire pour demander l'examen de sa situation. Et ensuite, on a aussi des recours, on va dire, amiables. Hein, c'est que la famille, le tiers ou la famille peut faire une demande de levée. Donc, dans les mêmes conditions en fait, qu'on a fait une demande d'admission en rédigeant une demande de tiers, l'entourage peut rédiger une demande de levée des soins qui sera examinée par le psychiatre. Et là, ça enclenche un dialogue avec le psychiatre et la famille. Dans certaines conditions, ça peut aboutir à une levée des soins si la famille assure derrière pouvoir assurer un suivi à domicile et être présent. Voilà, ça c'est un peu au cas par cas. Ça, on n'a pas dit pour les certificats de 24 heures et 72 heures. Oui, voilà. Et ensuite, une fois que le patient est hospitalisé, dans tous les cas, à certaines échéances, il y a des évaluations psychiatriques régulières qui viennent en fait décider si oui ou non on poursuit les soins en soins sans consentement ou en hospitalisation libre ou directement une sortie à domicile. Après, là on ne l'a pas présenté, on a vraiment parlé que de l'admission, mais après la mesure de soins, elle a toute une série de règles de vie et voilà, elle peut durer 3 jours, comme elle peut durer 6 mois, comme elle peut durer 2 ans. Ça, c'est vraiment selon l'état du patient. Et après, il y a des gens qui ont des problèmes de soins à domicile aussi. On va y ressortir éventuellement. Ouais. Merci. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, tout à fait. Voilà. Après, il y a effectivement, en complément, on peut dire effectivement, il y a des gens qui sont hospitalisés effectivement sans consentement. Et après, effectivement, il y a des gens qui sont en programme de soins, c'est-à-dire qu'effectivement, au-delà de l'hospitalisation, ils auront effectivement des rendez-vous en ambulatoire effectivement à suivre parce qu'effectivement, ils doivent se faire soigner, ils doivent continuer à se faire soigner au-delà de leur hospitalisation proprement dite. Donc ça, c'est très important. On a quand même un certain nombre de patients qui sont en programme de soins. Oui, mais pour le programme de soins, si le patient n'honore pas son rendez-vous, qu'est-ce qui est déclenché? Alors, ça dépend. En fait, ça peut enclencher une réintégration, c'est-à-dire que le psychiatre va rédiger un certificat disant que l'état du patient doit nécessiter son retour à l'hôpital. La non-venue à un rendez-vous, ça n'enclenche pas systématiquement la réintégration. La réintégration, elle est liée à l'état clinique du patient, donc une décompensation. Par contre, si le patient ne vient pas, on va l'appeler, on peut éventuellement engager une visite à domicile pour voir ce qui se passe, appeler le tuteur, la famille, voilà, au cas par cas. Et si ce non-suivi, il perdure, on va pouvoir enclencher en fait une recherche du patient. Avec éventuellement l'information des forces de l'ordre pour rechercher le patient, pour pouvoir vraiment évaluer en fait son état et éventuellement reprendre le traitement et si besoin le faire revenir à l'hôpital. Et en fait, ce retour à l'hôpital, il sera simplifié, c'est-à-dire que nous, on fera une nouvelle décision en fait juste de réintégration du patient, mais ce ne sera pas le tout début de la procédure comme on l'a vu. C'est quand même allégé et donc ça permet en fait de suivre le patient sur du long cours dans certains critères, hein, c'est pas pour tous les patients. Pour vous donner un ordre d'idée, on doit faire entre 200 et 250 admissions en soins sous contrainte par an. Et au long cours, on a une centaine de patients à domicile qui sont suivis dans le cadre de ces programmes de soins, sur une file active totale en psychiatrie de 5 000 à 6 000 patients par an. Voilà, donc on est sur une faible proportion de patients. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Non? Très bien, on va s'arrêter là. Un grand merci pour vos interventions, votre participation. Vous pouvez retrouver le replay du webinaire sur le site du DAC 32 et serez informé du prochain webinaire. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.